fourmis. Vous savez pourquoi on met cette chanson? C'est tout de suite parce qu'on reçoit aujourd'hui l'auteur de la trilogie à succès Les Fourmis, Bernard Werber, est l'invité de Télématin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, c'est votre chanson préférée, Le Roi des Fourmis de Michel Polnareff, c'est vrai? Non, c'est ce que j'ai écouté quand j'ai écrit Les Fourmis parce que ça m'amusait. C'est la parodie. Vous en avez marre quand on vous parle des fourmis? Pas du tout. Elles m'ont porté chance. Je leur suis énormément reconnaissant. Vous êtes lié à elles pour toujours. Il y a une connexion entre vous et les fourmis. Je crois qu'en observant les fourmis, j'ai compris un truc. C'est que notre ville était comme une fourmilière et qu'en observant de haut une fourmilière, on pouvait mieux comprendre notre monde. C'était juste cette idée de base. Je crois que je n'ai fait que continuer après à partir de cette observation. C'est une observation qu'a tous les enfants. Je crois que n'importe quel enfant est fasciné par une fourmilière. Oui, c'est vrai. C'est juste que je suis resté bloqué là-dessus. Vous avez jamais écrasé de fourmis? Jamais, jamais, jamais? Volontairement non, peut-être qu'en marchant, il y en a une qui est passée, mais en tout cas non. Vous essayez de les Bernard. épargner. Vous mentez, Bernard. Bon, Bernard Werber, vous avez vendu plus de 30 millions de livres déjà, vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin, puisque le nouveau vient de sortir, Le Temps des Chimères, qui sort chez Albin Michel. Il paraît que le jour de la sortie d'un roman, vous passez jamais sous une échelle. Vous seriez pas un tout petit peu superstitieux? Je sais pas où vous êtes allé chercher ça. C'est pas vrai? Il n'y a pas beaucoup d'échelles qui sont sur le chemin. A priori, non. Ici, sur le trottoir, parfois. Mais oui, j'ai une notion de superstition. Oui. En tout cas, le jour où le livre sort... Vous avez un petit rituel? Non, j'en ai un, c'est que je travaille encore plus sur mon prochain livre. Ah oui, Vous essayez d'oublier la pression de la sortie. Mais, je me focalise à fond sur le suivant et ne pas rester dans celui-ci, il marche pas, ne pas être bloqué là-dessus, mais déjà continuer à travailler tout le temps. C'est ça qui est amusant d'ailleurs. On va parler du Temps des Chimères. Alors dans ce livre, on est au lendemain de la Troisième Guerre mondiale et vous imaginez le moyen de repeupler le monde avec des hybrides capables de résister aux catastrophes climatiques. Est-ce que c'est de la science-fiction ou c'est de la prémonition? Alors c'est moins de la science-fiction que ça en a l'air, puisqu'il y a réellement des expériences qui sont faites pour fabriquer des hybrides homme-animal. Et ces expériences notamment sont très développées au Japon et aux États-Unis. En France, on était à la pointe à un moment là-dedans. Mais il y a derrière ce roman l'idée que nous devons changer de forme pour nous adapter aux nouveaux défis, dont le réchauffement climatique, donc peut-être la Troisième Guerre mondiale, qui vont nous obliger à avoir des corps différents. Bon, là, je pousse un peu le curseur, puisque j'imagine des hybrides qui sont des hommes chauves-souris capables de voler. Vous allez assez loin, effectivement, dans l'imagination. Des hommes capables de nager et des hommes capables de creuser sous terre. Mais en volant, on évite les tremblements de terre. En nageant, on évite les inondations. Et en allant sous terre, on évite le réchauffement climatique. Donc, c'est des adaptations logiques, quelque part. Et donc, vous choisiriez quoi, pour vous? Des griffes, des pales, des ailes? Des ailes. Des ailes? Le plaisir de voler, ça doit être extraordinaire. C'est le rêve de tous les hommes depuis toujours. Pas le mien. Oui, vous avez peur de l'avion, forcément. De voler. Non, mais les ailes. Il y a un avantage quand on vole aussi, c'est qu'on voit la situation de haut. Oui. Sinon, on est tous quand même au même niveau, en train de voir les problèmes tout le temps à la même hauteur. Peut-être c'est une prolongation des fourmis. C'est comme pour les c'est fourmis, ça, vous on prenez un va peu dire. de hauteur. Ça donne une perspective, voilà. Est-ce que vous pensez que la science va sauver l'humanité? Je pense qu'il y a la phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que la science est un outil. On peut en faire le meilleur, on peut en faire le pire. En tout cas, je crois que les dégâts qu'a fait la science pourront être réparés par la science. Donc c'est pour ça que les scientifiques sont des gens qui peuvent malgré tout changer le monde. Parfois, ça peut aller très loin parce qu'il y a la question de l'immortalité. On sent que c'est très présent dans vos livres. Il y a des scientifiques qui travaillent là-dessus, le moyen de vivre peut-être jusqu'à 200 ans. Dans quelques siècles, on ne sait pas. Ça vous fait rêver, ça vous fait complètement peur, cette perspective? On sent que l'immortalité, c'est quelque chose d'important pour vous. Dans Le Temps des Chimères, je parle d'un animal extraordinaire qui est l'axolote, qui est un animal qui est a priori immortel et qui, quand il perd un morceau de son corps, ce corps repousse. C'est quand même assez rare dans la nature. Et cet être-là, peut-être qu'en l'hybridant avec l'homme, on pourrait arriver à prolonger la vie de l'homme. Mais vous auriez aimé, vous aimeriez ça, que la vie de l'homme soit prolongée concrètement? En fait, j'aimerais que ma vie dure plus longtemps pour écrire de plus en plus de livres. J'aimerais faire énormément de livres. Pour produire quelque chose. Ouais, voilà. Vous manquez de temps. Vous avez l'impression de ne pas avoir de temps pour faire tout ce que vous crois aimeriez que faire. Quelques secondes avant de mourir, je me dirais, zut, j'aurais pu en faire plus. J'aurais un sentiment de ne pas avoir utilisé l'outil à fond. Est-ce que toutes les avancées scientifiques dont on a parlé, ça vous inquiète? Par exemple, l'intelligence artificielle, vous qui êtes écrivain, qui inventez des histoires, est-ce que ça vous inquiète? Alors, pas du tout. Je crois au contraire que l'intelligence artificielle va nous obliger à nous sublimer et à devenir encore meilleurs. Je vais raconter une petite anecdote. J'ai demandé à
ChatGPT d'écrire une version, après avoir écrit le livre, du premier chapitre du Temps des chimères. J'ai dit, donc à l'intelligence artificielle, vous avez demandé d'écrire... Vous lui avez donné le premier chapitre que vous avez écrit? Non, je lui ai dit, j'avais déjà écrit le livre, je lui ai dit, écris le premier chapitre du Temps des chimères sur le thème des chimères à la manière de Bernard Werber. Ok, et alors? Et alors, il me sort un texte, et c'est beaucoup mieux que ce que j'écris moi, dans la mesure, je vais dire, selon les critères littéraires, c'est-à-dire vocabulaire extrêmement riche, des phrases longues, des effets de style, tout empoulé et tout. Pourtant, j'ai mis à la manière Bernard Werber. Et j'ai compris que mon style, c'est précisément la clarté et quelque chose de très simple, c'est-à-dire sans sauce. Donc, c'était pas votre style. Voilà. C'est-à-dire qu'il a essayé de sublimer, il a essayé de faire mieux que ce que je faisais moi. Et c'était mieux? C'est mieux selon les critères littéraires. Oui, mais c'est pas mieux selon vos critères. Ce que vous avez envie de faire pour vos lecteurs. Exactement. Pour moi, ce qui est important, c'est la complexité de l'histoire, pas la complexité du style. Mais le ChatGPT s'est mis à faire du style pour essayer d'imiter mon monde. Et ça, c'était amusant. Et je crois d'ailleurs qu'un jour, l'intelligence artificielle va produire un livre qui va avoir des prix littéraires ou qui aura le prix Nobel, et personne ne s'en apercevra. Et ça c'est vraiment... C'est dangereux. C'est terrifiant, ça, non? C'est le sens de l'histoire. Je crois que beaucoup de choses vont changer. On vit un truc extraordinaire, c'est que tout accélère. J'ai l'impression que le monde qu'on prenait pour la science-fiction avant, on y est. Entre l'intelligence artificielle, le téléphone portable, les hybrides, puisqu'il y a réellement des expériences qui sont faites dessus, tout ce qui est en génétique, nous sommes en train de vivre ce que... Il y a 40 ans, on pensait qu'il n'y arriverait jamais. Même les voitures qui volent, tout ça. Moi, j'adore. Vous êtes fait remarquer ces dernières semaines, on parlait des fourmis tout à l'heure, en parlant des punaises de lit. Alors, ça a été un peu l'actualité, vous nous avez même parlé de la sexualité des punaises de lit. Qu'est-ce qui vous a fasciné qu'est-ce qui vous fascine dans ces insectes en tout genre? Non. En fait, il y a une petite histoire, c'est que quand j'étais journaliste, je demandais tout le temps aux scientifiques que j'interviewais, est-ce que vous avez un collègue qui fait des recherches extrêmement bizarres, extrêmement marrantes? Ils m'ont dit, ah oui, il y en a un. Donc, c'était Jacques Carayon. Et ils me disent, allez le voir. Et le type me parle de sexualité punaises de lit, qui ont 200 rapports par jour, et qui ont des sexes perforateurs qui font qu'ils perforent les femelles ou les mâles n'importe où dans le corps. Et il me raconte ça, et je fais l'article. Et quand il voit l'article, il dit, ah là là, mais mon sujet a l'air extrêmement bizarre. Du coup, je ne ferai plus jamais aucun interview. Donc j'avais l'exclusivité. Et il est mort en 97. Donc, ce qui fait que sur la sexualité punaises de lit, je me retrouvais... Vous êtes le spécialiste de la sexualité des punaises de lit. Et j'avais fait une petite chronique dans France Culture qui a été reprise partout. Ah bah oui, vous nous dites qu'elles font de 200 rapports par jour, ces punaises de lit. Bah oui, parce que tout le monde parlait des punaises de lit, mais tout le temps de la même manière. Et là, tout d'un coup, vous avez envie de les personnaliser. Voilà, je disais, attendez, regardons comment elles vivent. Et c'était assez amusant. Bernard, il y a quelqu'un qui a un petit message pour vous, c'est un copain. Regardez. Allez, regarde. C'est rigolo parce que à une époque, te souviens-tu, on ne te trouvait pas en librairie. On vendait sur la place du marché, la place du Capitole à Toulouse. Fabrice, avec qui vous avez écrit? Extraordinaire. Ça a été mon grand initiateur. C'est lui qui m'a fait découvrir, d'ailleurs, Isaac Asimov, les fondations. Et donc, on a créé un journal de lycée qu'il a montré, qui s'appelait Euphorie. Ouais. Et lui faisait les dessins et je faisais les scénarios. Moi, j'ai démarré par la bande dessinée, en fait. Et j'adore Fabrice. Il est devenu prof de dessin, il est dans le Nord. Et c'est un frère. Bernard Werber qui sort Le Temps des chimères chez Albin Michel est notre invité jusqu'à 9h30. À tout de suite.